Aujourd'hui, Westerlund 1 détient le record du monde du plus grand amas récent. Il comprend près de 100 000 étoiles. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que pendant longtemps, nous n'avons pas eu conscience de sa dimension. Les astronomes connaissent Westerlund 1 depuis longtemps, mais il y a 5 ans seulement que nous avons eu un aperçu de toutes les étoiles de cet amas. Nous avions enfin des détecteurs à infrarouge capables de percer la poussière de la galaxie située entre la Terre et cet amas. Les avancées récentes de l'astronomie infrarouge ont permis de découvrir une zone de 6 années-lumière de diamètre où s'entasse une population très nombreuse d'étoiles. Les plus grandes et les plus lumineuses sont des monstres galactiques, des étoiles supergéantes de différentes tailles et couleurs qui vont du bleu au rouge et même au jaune. La phase de supergéante bleue et celle de supergéante jaune et rouge représentent des phases de la vie d'une étoile massive. Elles commencent bleues, puis deviennent rouges, et dans certains cas, elles vont et viennent entre bleu et rouge. Si les couches extérieures sont enlevées, on peut voir la profondeur du matériau plus chaud. Entre les phases rouges et bleues, elles sont jaunes, et c'est ainsi que nous les appelons des supergéantes jaunes. Le Soleil, souvent considéré comme une étoile ordinaire, est minuscule par rapport aux supergéantes, de quelque couleur qu'elles soient. Prenons notre Soleil, dont le diamètre est plus de 100 fois supérieur à celui de la Terre, et supposons qu'il soit réduit à la taille de cette petite tête d'épingle jaune de moins de 3 mm de diamètre. Nous réduisons donc considérablement la taille du Soleil. Eh bien, à cette échelle, les plus grandes étoiles, les supergéantes rouges, seraient à peu près de la taille du dôme du télescope qui est derrière moi. Elles sont énormes comparées au Soleil, alors que le Soleil lui-même est déjà énorme comparé à la Terre. Les étoiles supergéantes, qu'elles soient bleues, jaunes ou rouges, sont toutes appelées des étoiles massives évoluées. Cela signifie qu'elles ont consumé leur hydrogène, carburant nucléaire, qu'elles se sont transformées en géantes et peuvent éventuellement exploser en supernova. Les supernovas sont tellement lumineuses qu'on peut les voir de très loin. Mais David Y. de Wing, en Pennsylvanie, nous pose une question. Une supernova peut-elle infléchir le temps et l'espace suffisamment pour que nous remarquions un changement ? Bien sûr, David, nous espérons qu'une supernova créera une perturbation assez importante pour que nous puissions la remarquer, une inflexion de l'espace et du temps assez notable. Mais ce ne sera pas facile. On ne sera pas bousculé, mais on espère que la génération actuelle de détecteurs d'ondes gravitationnelles, ainsi que la suivante, pourra observer de légères ondulations dans le tissu de l'espace et du temps. C'est une nouvelle fenêtre inexplorée de l'astrophysique, l'astronomie des ondes gravitationnelles. Notre Soleil deviendra une géante rouge. Il se développera assez pour engloutir l'orbite de la Terre, mais n'atteindra pas la taille de l'orbite de Jupiter comme les supergéantes et n'explosera pas non plus en une supernova. Les supergéantes d'un amas nous indiquent l'âge de cet amas. Ces étoiles incroyablement massives sont importantes parce qu'elles ont des durées de vie très courtes. Elles ne vivent que 5 ou 6 millions d'années. Donc, lorsqu'on voit une étoile massive évoluer, c'est qu'elle est proche de la fin de sa vie. On sait qu'elle ne peut avoir plus de 5 ou 6 millions d'années, car sinon, elle aurait déjà explosé. Aujourd'hui, les astronomes n'ont découvert que quelques-uns de ces amas très massifs. Et comme Westerlund 1, ils étaient tous quasiment inconnus jusqu'à très récemment. Regardez à quel point nous sommes ignorants. Rendez-vous compte qu'il y a seulement 10 ans, nous ne savions rien de ces amas massifs. Tous les jeunes amas que nous avons découverts depuis plus de 10 ans comprennent moins de 10 000 étoiles. Et nous connaissons des milliers de ces petits amas, alors que nous ne connaissons qu'une douzaine d'amas massifs. Notre galaxie est tellement pleine de poussière que la plupart des amas stellaires découverts jusqu'ici se situent dans une zone autour de nous dans la Voie lactée. Nous pouvons difficilement voir le centre de la galaxie. Mais avec les avancées de la technologie, nous pourrons voir de plus en plus loin, jusqu'aux bras spiralés les plus éloignés. Westerlund 1 ne sera pas longtemps le jeune amas le plus massif, car nous découvrons sans arrêt de nouveaux amas. Quelques superamas sont proches du cœur galactique,
là où les forces gravitationnelles du trou noir géant de la Voie lactée peuvent les réduire en pièces en quelques millions d'années. Pour l'instant, on étudie avec intensité leurs étoiles massives lumineuses. Notre prochaine étape est l'amas du quintuplète, un amas massif de 4 millions d'années, appelé ainsi à cause des 5 supergéantes rouges qui dominent en son centre. C'est aussi le domicile de l'étoile du pistolet, l'une des plus brillantes de toute la galaxie. L'amas comprend 5 supergéantes massives, dont les secrets sont dissimulés par des nuages de poussière rouge. En 2006, des scientifiques perplexes ont tenté de les apercevoir de plus près à l'aide du télescope Keck situé à Hawaï. Ce qu'ils ont découvert est surprenant. 2 des étoiles sont entourées par d'étranges spirales, ce qui signifie que les supergéantes ne sont pas seules. Dans l'amas stellaire du quintuplet, on trouve plusieurs étoiles massives qui font partie de systèmes binaires. Elles sont en train d'éliminer doucement leur enveloppe extérieure. Celle-ci entre en collision et crée une forme de spirale. Il est très inhabituel de trouver plusieurs de ces objets au même endroit. Ces étoiles sont très rares. Si vous regardez ailleurs dans notre galaxie, vous en trouverez une de temps en temps, ici ou là, mais peu d'entre elles sont concentrées en un seul endroit. Ce n'est qu'une question de temps avant que celle-ci et certaines des centaines d'autres étoiles supermassives éclairent l'amas lorsqu'elles exploseront en supernova. Elles feront alors exploser certaines de leurs planètes et anéantiront les civilisations de mondes voisins par leur rayonnement mortel. Des dangers similaires guettent à l'intérieur d'un autre amas proche du centre galactique. Celui-ci est l'amas des Arches, situé à 25 000 années-lumière de la Terre et à 100 années-lumière seulement du centre de la Voie lactée. L'amas des Arches a été le premier jeune amas massif découvert dans la galaxie. C'est le jeune amas le plus dense de toute la galaxie. L'environnement de notre Soleil est quasiment vide comparé à l'amas des Arches. Le Soleil n'a qu'un seul voisin dans les 50 années-lumière cubes qui l'entourent, le système d'Alpha du Centaure. Si nous étions dans l'amas des Arches où les étoiles sont étroitement serrées, cet espace contiendrait plus d'1 million d'étoiles qui éclaireraient jour et nuit le ciel de n'importe quelle planète. Si nous vivions sur une planète autour d'une étoile de l'amas des Arches ou d'un amas de même densité, nous verrions des milliers d'étoiles dans le ciel nocturne. Une seule d'entre elles serait plus brillante que la pleine lune. Le ciel nocturne serait très lumineux. Le niveau de lumière serait comparable à celui qui règne dans un bureau au cours de la journée. L'amas des Arches est un repère d'importance capitale pour notre galaxie. Les spécialistes s'en sont servis pour comprendre quelle taille pouvait atteindre une étoile. Notre recherche d'amas cosmique nous a conduit à celui des Arches, un des plus importants de notre galaxie. C'est ici que les spécialistes ont découvert à quel point une étoile pouvait être massive. La question semble simple, mais jusqu'à il y a quelques années, nous ne savions pas quelle masse pouvait atteindre une étoile. Les Arches possédaient tout ce qu'il fallait aux savants pour résoudre la question. Premièrement, il était certain que dans un amas aussi grand, il y avait sûrement de nombreuses étoiles massives à étudier. Deuxièmement, vieux de 2,5 millions d'années, l'amas était assez récent pour que ces étoiles massives n'aient pas encore explosé. La plus grande étoile d'un amas serait donc probablement un bon guide pour nous dire pourquoi il y a des étoiles massives dans l'univers. Ce que nous avons vu dans les Arches est une collection de nombreuses étoiles de faible masse, de centaines d'étoiles de taille moyenne et d'une douzaine d'énormes étoiles, dont la masse est 130 fois celle du Soleil. Au-delà, nous n'avons rien vu. C'était comme tomber d'une falaise. Si des étoiles ayant une masse environ 130 fois plus importante que la masse solaire peuvent naître et vivre, elles auraient été là, dans les Arches. Il semble donc que la nature ait fixé une limite à la masse maximum d'une étoile. Elle est sans doute de 130 à 150 fois la masse du Soleil. Quand on s'éloigne du très récent amas des Arches, on se dirige vers une partie très différente de la galaxie. Aux confins paisibles de la Voie lactée résident ces habitants âgés que sont les amas globulaires.
Un amas globulaire, j'adore entendre ce mot. Une goutte, voilà exactement ce que c'est. Il y a souvent jusqu'à 1 million d'étoiles dans un grand amas compact. Ces éléments sont mystérieux parce qu'ils semblent très anciens. Il y a là certaines des plus vieilles étoiles de la galaxie. En fait, certaines sont tellement anciennes qu'elles sont quasiment aussi vieilles que l'univers lui-même. Les amas globulaires offrent une vision stupéfiante, mais c'est leur âge qui les rend aussi passionnants. Puisqu'ils sont presque aussi vieux que l'univers même, ils posent la question de l'âge de la galaxie. La Voie lactée est-elle aussi ancienne que l'univers même? Nous disposons d'une preuve qui nous indique que l'univers est âgé d'environ 13,7 milliards d'années, étant donné que les plus vieux amas globulaires ont à peu près 13 milliards d'années. Cela signifie qu'ils se sont formés au cours du premier milliard d'années après le Big Bang. Cela marque la naissance de notre galaxie. Et nous pensons que d'autres galaxies se sont également formées au cours du premier milliard d'années qui a suivi la naissance de l'univers. Les spécialistes ne savent pas comment se forment les amas globulaires. C'est l'un des mystères persistants de l'astronomie. Comme on en trouve aussi dans d'autres galaxies, ils ont peut-être un rapport avec la formation même de la galaxie. Nous voyons que les étoiles isolées des amas globulaires sont très anciennes. Dans certains cas, elles datent de 13 milliards d'années. D'autre part, nous savons que les amas globulaires sont aussi anciens et qu'ils se sont créés au moment de la formation de la galaxie. On ne sait toujours pas si le système s'est formé en premier, la galaxie se resserrant à partir du nuage moléculaire restant, ou s'ils se sont resserrés, effondrés, formés en même temps. Pour trouver des amas globulaires, nous allons à l'extérieur du disque chaotique de la galaxie, là où résident la plupart des étoiles, vers un endroit appelé le halo galactique. Le halo de notre Voie lactée est une configuration d'étoiles vastes et de forme presque sphérique. Il enveloppe le disque de notre galaxie spiralée. C'est là que vivent les amas globulaires. De nos jours, il y a près de 160 amas globulaires connus, mais on pense qu'il y en avait autrefois beaucoup plus. Leur présence dans le halo, hors de l'influence du disque galactique, peut expliquer qu'ils aient gardé leur forme sphérique. Il est possible que les amas globulaires proches du disque se soient dissipés il y a longtemps. Mais il y a en tout cas un amas hors du halo qui risque d'être mis en pièces, un amas qui a perdu 80% des étoiles qu'il comprenait lors de sa formation. Nous continuons notre trajet vers l'amas globulaire M12 pour voir de plus près ce ravage. L'amas globulaire M12, au lieu d'être en orbite hors de notre galaxie ou de traverser les limites extérieures, est en fait passé près du centre de la galaxie. À ce moment-là, l'interaction gravitationnelle avec les autres étoiles de la Voie lactée a été assez puissante pour attirer certaines des étoiles les plus massives à l'intérieur de l'amas. Ce qui se passe, c'est que M12 perd lentement ses étoiles de faible masse à chacun de ses passages dans notre galaxie. Peut-être n'en restera-t-il plus rien parce qu'il aura été complètement dévoré par la Voie lactée. Pour l'instant, la plupart des amas globulaires sont encore très peuplés. Ils sont 60 000 fois plus denses en étoiles que notre environnement galactique. Comme ces amas sont anciens, les étoiles massives qu'ils comprenaient auparavant sont épuisées depuis longtemps. Le ciel d'un amas globulaire serait encombré, mais sa lumière resterait subtile. Si nous étions sur une planète tournant autour d'une étoile à l'intérieur d'un amas globulaire, nous verrions des milliers d'étoiles. Mais la nuit, la luminosité serait comparable à celle qu'on a dans une pièce où quelques bougies sont allumées. Quand ils tournent dans le halo, les amas globulaires sont pour la galaxie ce que les lunes sont pour une planète. Les amas globulaires que nous avons vus à la périphérie d'autres galaxies démontrent qu'il s'agit d'un élément commun à de nombreuses galaxies. Maintenant, notre voyage à travers l'espace nous mène loin de notre galaxie, à 60 millions d'années-lumière de là, vers une énorme galaxie elliptique, M87. Elle ressemble un peu à un amas globulaire.
La plupart des points flous de cette photo prise par le télescope spatial Hubble sont des amas globulaires tournant autour de M87. Cette galaxie géante en comprend 15 000.